tous, ici Ponfétude, vous êtes dans l'émission Iron Squid numéro 2. Comment ça va, Tude? Eh ben ça va très bien, mon petit Ponf, et toi-même? Ça va grosse patate, d'autant que j'ai retrouvé ma jolie table, la jolie table Iron Squid. La table en bois. Qui nous permet de loler. Donc voilà. Vous noterez donc résultat, je viens de révéler le fond vert qui est derrière Tude, vous voyez, le petit panneau. Passons de l'autre côté de la caméra. Aujourd'hui, nous allons nous atteler donc à cette fameuse poule A, donc qui regroupe énormément de très bons joueurs. On a commenté déjà 2 parties de rencontres la dernière fois, donc à la dernière émission. Rappelle-moi qui se trouve dans cette poule A. Alors on a Marine King Prime. On a Boxer, donc Slayers Boxer, Todd, Liquid Red et Puma. Donc 5 grosses pointures, 5 joueurs qu'on voulait voir s'affronter pendant que vous voyez à l'écran le profil de Slayers Boxer, voilà le profil de Todd, le français. Tout à fait. Todd et Boxer qui se sont affrontés dans la dernière émission. Et la dernière émission, vous avez pu voir Boxer battre Todd 2-1. Puma qui s'est fait sortir par Red. Puma qui s'est fait sortir donc par Red 2-1 également et MKP que nous avons toujours pas vu jouer et que nous allons voir sur cette première partie, vous voyez l'affiche à l'écran, qui va jouer contre Todd tout simplement. Todd contre MKP, alors on a vu déjà premièrement le maître Boxer, voilà, qui a fait du chili con carne de notre Frenchie à nous, il nous a fait des rillettes avec Todd et résultat on va voir comment est-ce que Todd va s'en sortir face non pas à l'empereur mais face au prince finalement qui est Foxer, donc Fake Boxer ou Marine King Prime. Je vous propose de passer au game. Juste avant, nous avons fait, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière émission, nous avons le Previously in Iron Squid, donc un petit montage des moments forts de l'émission précédente. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà, le premier Previously in de l'émission numéro 1, c'est parti, on se retrouve juste après pour MKP contre Todd. A tout de suite. Eh bien, on est de retour. Alors, cette poule qui va réserver beaucoup de surprises, j'en suis sûr. Et alors, on va vous montrer très rapidement une fiche de l'état actuel de la poule.
Donc cette fiche, vous allez pouvoir voir où est-ce qu'on en est bien complètement comme ça tu peux te situer. C'est ça. Par rapport à l'avancement de la poule, c'est absolument génial. Une poule qui, comme tu le dis, qui recèle des surprises et des choses inattendues. On a vu Puma se faire quand même un peu maîtriser par Red. Personnellement, je n'aurais pas donné Red gagnant. Puma, ce n'est pas n'importe qui. Et pourtant, Red a su le faire miauler sur la dernière game et de manière assez puissante. On va assister tout de suite. Certains diront il faut qu'il arrête. Et voilà. Voilà, merci. Ah non! Merci de me Est-ce bien sérieux? Oh là là. Merci de me soutenir dans ma blague. Mange du pain, Puma, tu as une arête dans le gosier. Elle était un peu weak celle-là, mais je l'ai lancée quand même. Et ainsi que la game qui vient d'être lancée. Donc voilà, on est sur Cloud Kingdom. Red qui ne joue pas du tout puisque c'est Todd et Marine King Prime qui vont s'affronter. Todd en Protoss rouge en haut et MKP en Terran bleu à son habitude. Yes, alors autant pour la rencontre entre Todd et donc Todd et Boxer qu'on avait vu à l'émission dernière, c'était difficile de définir un favori et ça s'est confirmé dans des rencontres qui ont été assez serrées. Si vous ne les avez pas vues, je vous incite à les voir. Mais là, difficile de ne pas pronostiquer Marine King Prime favori, même s'il s'agit du meilleur match-up de Todd. Parce que Marine King Prime, il est favori de la poule et ce n'est pas... Voilà. Il est redoutable. Il est redoutable. C'est un très très gros joueur effectivement qui est beaucoup plus régulier, je crois, qu'un boxeur et qui voilà, concrètement sur cette poule, c'est celui, s'il ne fait pas d'erreur majeure ou de vanité exceptionnelle, eh bien il n'y a pas de raison qu'il ne s'impose pas et qu'il ne passe pas en quart de finale. On a la probe de Todd qui va commencer à scouter avec un trajet intéressant, voilà, qui est passé à côté de la première Xel'Naga, la caserne de Marine King Prime sans bunker. Les bunkers qui sont dans sa main, donc pas forcément de volonté de waller. Les bunkers, tu veux dire les baraques? Les baraques, non, les supplies, pardon. Ouais, effectivement. Et non, mais pour l'instant, il joue safe. Donc voilà, le gaz qui est scouté. Alors là, l'information que va vouloir avoir Todd, ça va être quand est-ce qu'est le timing de lancement du second supply. Et voilà, là il va chercher le second supply, donc la station orbitale qui devrait pas tarder à être lancée. Et là il voit que la station orbitale n'est pas lancée, il ne voit pas le second supply. Et regardez dans la minimap, on a une proxy baraque. Alors, est-ce qu'on peut resuivre la probe qui part et qui part très tôt. Mais là, effectivement, là, Todd se dit deux choses, je pense. Soit il y a Fast Expand, soit il y a Proxy Baraque. Ouais. Parce que c'est pas alarmant non plus qu'il n'y ait pas de gaz et une seule baraque. Ça peut juste dire une baraque, une Expand et go, quoi. Ouais, mais non, mais là il la cherche, il le sent. Donc là, effectivement. Il a même envoyé une deuxième probe. Oh, c'est beau! C'est beau! C'est vraiment bien joué. Oh là là, Todd qui scoute la proxy baraque de MKP, le plan du coréen qui était vanté. Et alors, quelle va être la réaction du français? Il va avoir très très peu de temps pour se protéger. Peut-être lancer une ou deux gates supplémentaires. Quelle est la réponse attendue? La 3, 2. De rajouter 1 à 2 gates. Rajouter 1 à 2 gates, après, il peut aussi rajouter 2 gates. Enfin, au moins une gate, on va dire. Donc là, il rajoute 2 gates. Et sortir des sentries pour bloquer la pente et temporiser, quelque chose comme ça? Ouais, et temporiser, enfin sortir quoi, 3-4 stalkers, des unités. Mais là, tu peux voir que Marine King Prime a changé sa stratégie. Effectivement, il s'est fait voir et il est en train de construire son usine. Et le petit filou, il a annulé le centre technique qu'il était en train de faire sur cette baraque. Mais il ne va pas chercher B2 parce que là, comme il sait que Todd va jouer défensif, il aurait pu poser un bunker et poser B2. Eh bien non, il va aller vers Fast Banshee. J'ai l'impression... En tout cas, il a 2 gaz. Il pose une factory, il rajoute une baraque. Ça peut encore être un 1-1-1. Donc, il peut partir all-in là-dessus. En tout cas, donc MKP qui switch de stratégie. Pendant ce temps, c'est un 4-gate chez Todd. Todd qui va du coup avoir pas mal d'unités et qui va les utiliser pour attaquer. J'ai l'impression on ne crée pas d'unités impunément à StarCraft 2. C'est dans un but bien précis. Cette sonde qui a eu un peu chaud aux fesses et je pense que Todd va contrer. Et on a raté une gate. Alors excusez-nous, on a raté une gate. Donc c'est bien 4 gates
Donc 3 que j'ai gates dit qui ont été Forgate, ajoutés. Ah, ok, autant pour moi. Et donc Todd qui va partir à l'agression du joueur. Ouh là là. Ouh là là. Mais Ouh là- là là. Made. Il scoute l'absence de B2. Et le spatioport qui a été lancé par le joueur coréen, le pylône qui est scouté, il faut l'annuler ce pylône. Ah là là, dommage d'avoir attiré les Marines sur son pylône, mais Todd qui en a placé un deuxième ici, le deuxième Nexus de Todd qui va être posé. Peut-être un petit forcing de la part c'est du dingue. Protoss. C'est dingue parce que je sais pas si tu perçois ça comme moi, mais il y a des des changements de toutes petites choses, stratégie systématiques. Hein. Ouais. Au début, si on résume, au début de la partie, Marine King Prime qui était parti sur un build deux baraques très agressif avec une en proxy, la seconde. Donc c'est ce qui se fait normalement. Todd qui switch son build et qui part en Forgate. Todd qui voit que sa stratégie a été éventée et qui part sur Expand Robot. Et là, quelle va être la réponse de Marine King Prime? Le drop. En tout cas, là, il part... Alors, le drop, c'est un peu surprenant. Alors, Une marine qui vont être droppées pour essayer de choper quelques probes. Pendant ce temps, ouais. ce pylône en backup. Ah, alors, il y a plusieurs possibilités pour ce drop. Là, il a vu le pylône, et le pylône a vu le drop, normalement. Ouais, il a été vu. Donc, voilà. Il va dropper et il va supprimer le pylône. J'ai l'impression qu'il a hésité. Ouais, voilà. Mais en fait, en général, quand votre adversaire est sur 2 bases et que vous êtes sur une base, en général, vous voulez attaquer sur un seul front parce que vous savez que vous avez une armée qui est plus puissante. Et ce serait un petit peu surprenant que Marine King Prime cherche à créer un double front. Parce que si tu crées un double front et que ton adversaire te pète, enfin, t'as pas de chance et il te pète ton Medivac, bah là, soudainement, la situation devient très très compliquée parce qu'il a une meilleure économie que toi et il t'a supprimé une grosse partie de ton armée. Donc en général, les joueurs attaquent sur un front et c'est ce que va faire Marine King Prime. En mode tank marine, pas de maraudeurs. Les tanks qui ont le mode siège, mais il n'y a pas de maraudeurs dans la composition d'armée de MKP. En même temps, j'ai l'impression que MKP n'a pas vraiment besoin de maraudeurs. Ils se démerdent très bien avec les marines. Et le push de MKP qui va arriver. Il y a beaucoup, comme diraient nos amis français. 24 marines, 4 tanks contre 2 stalkers, 6 stalkers, 3 zélotes et 5 sentries. Ça va être très compliqué pour l'ami Todd. Les rochers qui vont être détruits, les décombres destructibles, et qui va laisser une porte béante à MKP, les force fields qui tout d'un coup deviennent dérisoires. Et le scan qui va permettre de... Ah, les force fields, pas mal. Oh, il est à portée des tanks en mode siège. Oh là 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 là. Alors la Todd qui est dans une situation très précaire. MKP qui veut avancer. Todd qui a lancé le plus en attaque, mais je sais pas si ce plus en attaque va lui être très utile dans cette partie. Et encore de l'énergie sur les probes sentries qui sortent de la ligne de minerai, le bouclier gardien, le hit and run de la part du joueur coréen. Ah, il manque un force field. Ah, c'est dommage, les marines qui s'en sortent, toute l'armée de Todd qui chute. La population, 43 de population pour le Proto, 77 pour MKP. MKP qui s'en bat les noix et qui est en train de ramasser le français Todd qui prend sur un timing très chaud de la part du Terran. J'ai pas l'impression qu'il ait perdu beaucoup de troupes, l'ami MKP. Il est bien 2002 ressources, 2300 de ressources pour l'armée Terran, 1200 pour l'armée Protoss. Le conseil Crépu qui va commencer à prendre. Todd qui doit à tout prix réagir. 2 immortels bientôt. Il pourrait s'en débarrasser s'il arrive à bien positionner son immortel en haut de la pente ici. Il pourrait éventuellement tapoter ses tanks. Mais beaucoup. Le gros rip-up de MKP. MKP qui sur cette première game montre qu'il est chaud. Ah, le joueur français qui est complètement dos au mur. Voilà, on va avoir un multifront. Une attaque des 2 côtés, mais là ça va être très délicat. Les marines qui se font heal par les Medivac. Voilà, on va avoir un tank qui va tomber. Plus de voilà. Bien, une partie rondement menée. MKP, comme on l'a dit en début de game, pas plus dérangé que ça. Hein. Il est tranquille. Faire bon push avec les marines et les tanks. On va voir ce que ça donne. Bon. Alors, Todd qui a très bien joué, mais objectivement, il y a eu un petit peu de mind game au début. Genre, oh bah tu as vu que je faisais ça, oh bah je fais plus ça. Et à un moment, MKP, il a dit, bon allez, on arrête de jouer au poker, maintenant j'attaque. Et ça n'a pas pardonné pour le joueur français. Donc, une première manche qui va être remportée par le joueur MKP. coréen. Donc, Marine King Prime, Marine King du clan Prime. Et Todd qui se prend un 0 et résultat qui est à une seule game, puisqu'il a déjà perdu contre Boxer,
Décidément, les Terran ne lui portent pas chance. On va faire une courte pause si je me trompe pas. Tout à fait. Alors on se retrouve sur la deuxième partie de Todd versus MKP. Voir si et comment Todd peut s'en sortir sur cette deuxième rencontre, juste après une courte page de publicité. À tout de suite. Oh là 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 là, on est de retour et quelle première partie. Correction, je crois que c'est le mot. Comme dans Astérix. Le petit Todd est pas loquace mais il dérange pas plus, mais du coup il s'est un peu fait sécher. Elle était pour toi celle-là, Chache, tu l'as pas entendu. 1-0 pour MKP. Ouais. Alors, est-ce que MKP a des failles en TVP? C'est la question. Est-ce que MKP est capé? Eh bien non, il n'a pas de limite, MKP. Encore un super jeu de mots. Et malheureusement, ça s'est vu sur la première partie. Et la seconde partie risque encore d'être à l'avantage de MKP. Maintenant, Todd est capable de gagner. On a vu qu'il avait un bon instinct quand même. Il avait perçu la stratégie de son adversaire. Il avait senti. Il a essayé de s'adapter 2 fois de suite. C'est peut-être ça qui l'a perturbé, quoi. Trop de changements, tu le changement. C'est vrai. J'aime bien m'en sortir avec ce genre de phrases un peu passe-partout. Mais non, mais je pense que voilà, il a été un peu perturbé par la strat de son adversaire. Et la partie qui va commencer. Donc on y va doucement. Donc seconde manche qui va se jouer sur le chantier naval d'Antigua. Donc vous avez au sud... la map... Ouais. Vas-y, excuse-moi. Fun fact, la map ne ressemble pas du tout à un chantier naval. Hein. Est-ce que tu as vu un seul bateau? Ou un seul vaisseau? Où sont les vaisseaux dans le chantier naval? Ça, c'est ma question. Encore une carotte de la part de Blizzard. J'en ai marre qu'ils nous mettent des quenelles sur le nom des maps. Un peu de cohérence. Donc on a Foxer, donc MKP qui est au sud de la map, et Todd en Protoss rouge au nord. Une map assez grande qui a vu malheureusement, malheureusement la victoire de Boxer sur la rencontre précédente. Donc pas forcément, si Todd est superstitieux, pas forcément une map à son avantage. Ouais, et là effectivement, Todd, donc Johan Merlot va devoir tout donner. Donc Johan Merlot, pour ceux qui s'y intéressaient, c'est un ancien joueur de Warcraft 3, Frozen Throne, un top monde, un des meilleurs joueurs humains avec Sky, qui en gros Todd et Sky, c'était les 2 meilleurs joueurs humains de Warcraft 3. Et Marine King Prime a lui aussi un palmarès assez original au final, puisque il a pris le pseudo Boxer quand il est arrivé sur StarCraft 2, donc c'était au moment de la bêta. Il a commencé à faire des résultats et il s'est très très bien classé sur le ladder coréen. Et les commentateurs ont commencé à l'appeler Fake Boxer. Voilà, Fake Boxer, donc Foxer. Et à l'époque, donc Marine King Prime disait qu'il était moins bon que Boxer, donc ça ne lui posait aucun problème. Depuis, je pense que Marine King Prime a largement dépassé en niveau Boxer. Et ça s'est vu sur beaucoup de compétitions. Hein. Récemment, Marine King Prime a fait pas mal de résultats. Et c'est probablement le meilleur joueur de l'équipe Prime. Donc en GSTL, il est très très bon. Et en solo, c'est un joueur redoutable. Il était présent à l'ESWC, à la Paris Games Week. On l'avait casté, il jouait contre Stefano, où, signe du hasard, Stefano avait gagné. Je crois que c'était 2-0. Je crois que c'était assez massif ce qu'il lui avait mis. Ouais. Mais voilà, MKP, un joueur qui pèse. À noter que cette game est très très importante pour Todd, puisque c'est probablement la game qui va déterminer s'il sort ou non des poules. Puisque s'il perd cette game, il perdra donc 2 BO3. Et ça voudra dire qu'il faut qu'il gagne absolument contre Ret puis Puma. Ouais. Et pour avoir éventuellement un bon goal average, quoi. Un très très bon goal average. Donc cette game va compter, va déterminer grosso modo de l'avenir de Todd dans ce tournoi. S'il se fait rouler dessus, il va falloir compter sur le goal average et dans une poule comme la poule A, c'est pas forcément la fête de compter sur le goal average. Ouais, alors Todd qui on n'a pas trop vu son build. Il est parti, j'ai pas trop vu, il est parti sur Nexus First. Nexus Gate Nexus, je crois. Ouais, je crois aussi, ouais. Et de son côté, on va avoir Réacteur Hélion.
Réacteur Hélion contre Protoss. Donc ça, c'est un build qui est peu commun, qui est utilisé de temps en temps en Corée, mais qui est assez rare et qui vous permet de prendre le map control sur une carte aussi grande et parfois de prendre un Stalker. En gros, là, toute la question, ça va être est-ce que Todd va être un petit peu présomptueux et venir tester le wall de Marine King Prime, auquel cas, il pourrait perdre, on va dire, un Stalker, ou au pire, un Stalker et un Zealot. Donc voilà, ça va dépendre du choix de Todd. Todd qui a vu que son adversaire n'avait pas pris B2. Todd qui va voir les deux Hélions. Ah, il les a vus. Attention, il va les poursuivre d'ailleurs, pourquoi pas. Mais sa probe qui va devoir fort à faire à fumer ses Hélions. Et pendant ce temps, eh bien, Todd qui va ranger les probes. C'est le moment de ranger les probes. Parfait. On arrête de déconner, on va essayer de fermer le wall. Et parce que ces deux Hélions pourraient infliger énormément de dégâts, surtout s'ils sont accompagnés de leurs deux autres potes. Et il se prépare à voler. Et regardez sur la choke, il se prépare à voler. Oh, c'est joli! Oh, je pense qu'il passait! Oh là là, Todd qui sauve ses probes sur peut-être un petit misclick de la part de Foxer. Et pendant ce temps, la probe la plus solide du monde. Pendant que Kaoru lag. Quel déconneur ce Kaoru. Et donc les Lions de Foxer qui vont prendre une petite pause avant de venir faire du dégât. Et là, pour le coup, ce Stalker qui va probablement tomber. Donc c'est pour ça, en fait, 4 Hélions, mine de rien, ça pèse dans la balance, quoi. Et voilà, donc ce Stalker qui va tomber. C'est une erreur parfois que les Protoss font d'être un petit peu trop présomptueux avec leur Stalker en pensant qu'un Stalker c'est le map contrôle absolu. Eh bien, pas dans le rare cas de figure où le Terran part sur Réacteur Hélion. Voilà, là il va falloir qu'il surveille la Banshee. La Banshee, la Sentry. Et on se rappelle qu'il y a probablement un petit espace au niveau de la Sentry. Pendant ce temps, les Hélions qui sont lâchés. Les maraudeurs, le Steam qui est recherché. Ça sent le push assez vénère à la MKP. De toute façon, tous les pushs de MKP sont vénères. Et pendant ce temps, on va avoir une prise d'expand. Le spatioport, j'ai assez mal d'avance pour le joueur Protoss. Mais ne vendons pas la peau de Todd avant de l'avoir tué. Il a un meilleur... il a un income ça va. Hein. Il a un income légèrement inférieur, mais avec 2 mules. Ouais, voilà. Donc 2 mules, donc légèrement en dessous, Todd, mais au niveau income, mais c'est très très proche. Au niveau tech, on va dire qu'il est aussi légèrement en retard, puisque d'un côté il y a les Medivac, de l'autre côté il y a juste un complexe robotique. Mais c'est pas encore décisif. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est sur la partie précédente, eh bien, Marine King Prime était parti sur un push tank en mode siège, Marine et Medivac. Ce qui est un push qui est utilisé de temps en temps. C'est pas la composition standard contre Protoss, donc la composition standard étant Marine, Marauder, Medivac. Mais voilà, c'est un push qui est utilisé de temps en temps, notamment pour faire des agressions sur une base. Et là, il est en train de partir sur Réacteur Hélion into Marine, Marauder, Medivac. Ouais, grosse bioball, bien évolué, bien Stokos, le bouclier qui vient d'être recherché, 2 Medivac, 2 Marines. Et ça a été scouté. Et voilà. Ça a été scouté, effectivement. Toutes les add-ons qui sont scoutés. Et Todd qui le sent, qui vient néanmoins de lancer 2 forges. Ces 2 forges, attention, est-ce qu'il va lancer les subgrades de ces forges? Ça risque d'être critique. Todd qui back, qui sent probablement le push arriver. Un immortel qui va être produit, qui va être tellement nécessaire à Todd pour se débarrasser de ces 4 maraudeurs, pardon. La défense de Todd qui va devoir être exemplaire et je n'aimerais pas être à sa place quand c'est MKP qui dirige les opérations. Là en fait, il manque un observateur. Parce qu'en fait, là le truc c'est que Todd va être obligé de mettre ses stalkers où il faudrait choper les Hélions. Oh oui, c'est bien joué. Oh, c'est magnifique, les Hélions de MKP qui sont chopés sans vraiment de dommages. Maintenant c'est la bio, il va falloir temporiser. C'est très bien joué, voilà. Ça lui laisse le temps de revenir avec ses stalkers. L'immortel. Donc ça, c'est très bien joué. Todd qui peut complètement tenir. Il faudrait un bon force field. Non, pas de force field. Mais est-ce que MKP va choisir de retenter de monter là-dessus? Ou alors est-ce qu'il va faire un drop dans la main? J'ai l'impression que ça va être un drop dans la main. Mais Todd peut complètement défendre ça. Todd peut, là, s'il y a une bonne prise de fight, il peut défendre ça. Le complexe robotique qui va être snipé. Ah, c'est dur. Il faut choper les Medivac. Le deuxième Medivac, attention! Le Medivac qui peut être chopé! Oh là là, joli drop on the move de la part de Todd, de Foxer, pardon. Le Medivac qui tombe, le push qui est repoussé. Un seul conseil robotique qui a été pris. J'ai l'impression que Todd s'en sort pas mal. Il s'en sort pas mal, mais
c'est quand même grave la chute de ce complexe robotique parce que si tu regardes la tech de Todd, la technologie donc, eh bien on a la double forge, donc bon ça c'est toujours une bonne chose, la double upgrade qui est en cours et donc le plus 1 d'attaque qui est en train d'être recherché par le joueur coréen. Mais au niveau tech, il a que ça quoi, il a rien, donc il relance le complexe robotique, il relance le conseil crépusculaire, mais là il a que des unités de la gate, ce qui techniquement l'empêche de prendre B3. Donc, parce qu'en fait, autant on peut défendre sur B2 avec des unités de la gate et des sentry, 7 choke, et des stalkers, c'est possible. Mais autant prendre B3, si on peut l'avoir, ça t'oblige à descendre. Et là, dans ce grand passage, ça ne suffit plus d'avoir des sentry. Là, il faut des dégâts de zone ou alors un bon paquet d'immortels. Ouais. Mais voilà. Et alors, comment est-ce que... c'est intéressant. Comment est-ce que MKP va capitaliser là-dessus? Eh bien, il va prendre Expand et il va partir sur Ghost. Et sur un gros drop de bâtard, MKP qui arrive dans la main de Todd, il y a du maraudeur, il y a l'obus incapacitant, le charge de qui vient d'être lancé, la forge qui tombe ici. Je crois qu'elle avait fini il y a une brade sur 2 qui n'a pas été finie. C'est dur de se faire sniper ça maintenant quand même. Malheureusement pour Todd, il va perdre cette upgrade. Et les forges qui mettent énormément de temps à se produire. Il veut quand même prendre cette B3, Todd, et partir sur une macro game. Est-ce que MKP va lui en laisser le temps? J'ai l'impression qu'il a envie de partir aussi sur une grosse game bien macro. Les Ghosts qui... alors l'académie fantôme qui a été posée, les Ubrans néanmoins qui n'ont pas été recherchés, 2 Ghosts qui vont pouvoir EMP les Sentry de Todd ainsi que les High Templars. Et cette fois-ci, Storm qui a été recherché très rapidement, contrairement aux parties contre Boxer. Todd qui va rechercher cette upgrade, donc éventuellement pouvoir encaisser cette prochaine attaque. Ouais, mais là il joue défensif depuis le début de la partie et on le sent presque sur la réserve. Alors, il a sorti un observateur, mais il n'a pas sorti de prisme de transfert. Enfin, il joue purement défensif. Et à mon avis, il sait, par le drop qu'il a eu et le snipe des forges, il sait que son adversaire a posé B3 avant lui. Enfin, il s'en doute. Là, il risque de se faire annuler son Nexus à nouveau. Et si derrière, MKP réussit à s'enfuir... très mauvaise prise de fight de la part de Todd. Là, la concave qui est catastrophique pour le joueur français. Storm qui vient de se finir, il va pouvoir lancer un peut-être. Storm! Mais non, MKP qui split ses unités et MKP qui tient les Storms et qui n'en a cure et qui va, j'ai l'impression, nettoyer l'armée de son adversaire. MKP dans toute sa forme, soutenu par ses Medivacs. Voilà, un petit peu de drop à droite, à gauche. On prend l'Archon ici qui pourrait être chopé également. Jolie répercussion de la part de Todd. MKP qui va continuer le push, les renforts qui sont au milieu de la map pendant ce temps. Et MKP qui vient de choper... non, il n'a pas chopé le Nexus. Non, mais il est il est en train de partir loin devant niveau income, il est en train de partir devant niveau income, excuse-moi, et niveau compte d'unité. Voilà, il va prendre ce pylône. En fait, il faut bien comprendre que sur la fight précédente, c'était une erreur de positionnement qui a décidé de cette fight en fait, parce que Todd n'était pas au bon endroit, donc il a laissé Marine King Prime prendre position ici. Et ensuite, il pouvait pas se permettre de perdre ce Nexus, donc il a été forcé, c'est comme aux échecs, il a été forcé de prendre une fight qui ne lui était pas favorable en termes de positionnement. Donc la faute à un manque d'information, il n'a pas vu l'armée de son adversaire prendre cette position à temps. Et le problème quand on joue défensif, donc le style de jeu de Todd, donc très défensif, c'est que si tu ne vois pas l'information contre un Terran qui a une armée très mobile, ce qui est le cas dans cette partie, eh bien tu te fais avoir sur le positionnement. Donc c'est pour ça qu'il est en train de perdre. Et là on a un Todd qui doute, qui va changer de technologie et qui va protéger sa tech, donc les colosses en attaquant, en maintenant la pression et espérer qu'il foute suffisamment le bordel dans la défense de MKP pour le dissuader ou alors le distraire pour pas qu'il attaque chez lui et arrive avant les colosses. Le Batacolosse qui vient de se finir, premier colosse qui va probablement être relancé pendant ce temps. C'est un aïe, aucun dégât qui n'est infligé. Storm gratos sur 3 VCS, pourquoi pas, mais assez peu rentable au final. Attention, ces 4 unités ici qui vont essayer de choper un High Templar. Mais Todd, je trouve que Todd défend quand même très très bien. Mais l'attaque, enfin le positionnement, là ce qu'il faut vraiment regarder c'est la macro et le positionnement des unités de MKP qui est juste parfait. Il est toujours au bon endroit, son armée est toujours au bon endroit. Et là,
Bah là, la fight qui va forcément être défavorable à Todd. Et Todd qui le sent, là il va falloir des storms parfaits. Oh joli, en MP. place sur la Biobo, le MP également sur le High Templar comme tu dis. Donc là il n'y a plus de dégâts de zone, plus aucun dégât de zone pour le joueur français. Et je pense que le joueur français va s'incliner sur cette fight. Ah si, il restait un storm. Mais il n'y a plus assez, voilà, trop de DPS chez MKP. Le joueur français qui est en train de s'incliner dans cette seconde manche. C'est catastrophique pour Todd. Todd qui est en train de s'incliner face à MKP. Tellement de Medivac pour le joueur Protoss. Le miracle qui pourrait éventuellement... GG. Ah là là, Todd qui se fait sortir 2-0. Alors il n'est pas sorti de la poule, évidemment il va falloir encore qu'il joue contre Red et Puma. Mais là ça va être un parcours du combattant pour essayer éventuellement de miser sur la chance que éventuellement un boxeur ou un Red perde beaucoup de games par la suite et éventuellement tomber sur une égalité en poule. Un Puma, ouais, il n'a pas encore joué contre Puma, Todd. Ouais. Mais non, ça va être très très difficile. En tout cas, félicitations à MKP. Du genre. Et bien, MKP qui était le favori, qui s'impose dans cette partie. Et qui le montre, hein, concrètement, il n'a jamais été vraiment inquiété par son adversaire. Donc, ouais, solide le mec. Hein. Et ce qui est dingue, c'est que ça se joue à des détails, quoi. C'est vraiment des détails de positionnement, des observateurs qui n'étaient pas là au bon endroit. Enfin, c'est à ça qu'elle s'est jouée, hein, cette partie. Et Todd, et la partie précédente, ça s'est joué, je dirais, sur. Il a lancé une forge. Et un conseil crépusculaire, je sais pas si tu te rappelles, au moment où son adversaire n'avait toujours pas B2, et donc il savait qu'il n'aurait pas le temps de les rentabiliser, ces deux bâtiments. Donc peut-être qu'il aurait dû lancer 2 gates à la place pour avoir plus d'unités. Mais bon, c'est des décisions qui sont très très difficiles à prendre, et c'est des erreurs qui sont minimes, mais qui ne pardonnent pas contre un top monde coréen. Ouais, effectivement, là, Todd qui s'est fait sécher malheureusement. On va passer à la deuxième partie aujourd'hui qui va opposer Boxer à Puma. Mais avant toute chose, nous allons vous introduire, puisque c'est dimanche, c'est l'émission spéciale, c'est également l'ancien jour de 30 millions d'amis, ainsi que de Vidéo Gag. Je sais pas si tu te rappelais quand on était petit, il y avait Vidéo Gag et 30 millions d'amis le dimanche. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le jingle buccal, spéciale émission 30 millions d'amis. Tout à fait. Donc on va passer à la rubrique Les Chroniques de Lady. Donc Lady qui est donc une jeune reporter qui va tout au long d'Iron Squid faire des petits sujets sur le sport électronique. Aujourd'hui on s'attaque à un énorme morceau qui est le cas de Boxer, l'empereur lui-même. Donc voilà, un petit reportage sur qui est plus largement sur d'où est sorti le pro gaming, notamment grâce à Boxer. Ouais. Donc voilà, les chroniques de Lady. C'est pas plus tard que maintenant. Au commencement, il y avait l'ordinateur, puis sont apparus avec lui les jeux. En 1961, un groupe d'étudiants du MIT programme le jeu Spaceware sur un ordinateur de la société DEC. Le jeu met en scène 2 vaisseaux spatiaux, chacun est contrôlé par un joueur à l'aide de manettes créées pour l'occasion et capable de tirer des missiles. Au centre de l'écran, une étoile crée un champ gravitationnel supplémentaire. Le jeu se diffuse sur les nouveaux ordinateurs de DEC et s'échange à travers les prémices d'Internet. Le premier jeu vidéo était né. En 1997 a lieu un tournoi sur Quake 1. Une Ferrari est mise en jeu comme cash prize. Plusieurs journalistes s'accordent à dire que le pro gaming était né ce jour-là. Denis Fong, aka Tresh gagne. Il est connu pour être le premier PGM au monde. La même année, la première équipe de pro gaming européenne voit le jour à Oberhausen en Allemagne sous le nom de SK Gaming. Mais c'est au pays du matin calme que l'engouement pour l'e-sport et le pro gaming va prendre. À cette époque-là, en Corée du Sud, les salles de jeux en réseau qu'on appelle les PC Bang attirent beaucoup de jeunes qui jouent de plus en plus au nouveau jeu de Blizzard, StarCraft. De rush en push, les tournois se multiplient et StarCraft devient le prétexte à la naissance d'une industrie basée sur l'e-sport. La Corée se met alors Blizzard et des chaînes de télé dédiées, des sponsors et de fil en zergling des joueurs pro voient le jour. Le pro gaming était devenu mainstream, les joueurs devinrent des stars et est alors apparu Slayer Boxer.
et ça va très bien. Aujourd'hui, on va commenter Liquid Jinro contre Boxer. Contre Boxer. Slayers Boxer. Et Boxer qui rentre dans la main de Jinro. Jinro qui donc va perdre beaucoup de bâtiments de production. Jinro qui est lent et qui va arriver, certes, mais tard. Il va arriver très très tard. Une factory, une baraque qui tombe. Une deuxième usine qui tombe. La troisième et une dernière baraque qui vont tomber. Là, ça va être très très dur pour Jinro de reproduire des unités. Ouais, en a-t-il besoin? C'est une autre question. Ouais, et puis en a-t-il les ressources quoi? Mais voilà, il a plus aucun bâtiment de production. Jinro qui laisse toute sa base là-dessus. Hein. Donc je crois qu'il y a, il y a 2 Banshee de la part de Jinro qui viennent de se faire scanner. Jinro qui pose ses tanks en mode siège, mais qu'est-ce que tu veux faire quoi? C'est tellement lent les tanks en mode siège. Et le pire c'est qu'il peut avec tous ses medivacs, peut juste récupérer son armée Boxer et partir autre part. Il n'est pas forcé d'utiliser la voie terrestre pendant ce temps. Attention, est-ce que les tanks de Jinro qui sont en bas top? Non, mais on a l'impression qu'il n'en a pas besoin. Je crois qu'il va être bloqué, des deux côtés. Aïe 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 aïe. Il va essayer de les sniper. Il va essayer de les sniper. 3. Oh là là, il a magnifique ramassage de tanks sur le chemin quoi. Il a perdu. Voilà, c'est pour ça que c'est Boxer. C'est du Boxer quoi. C'est juste, il aurait pu rentrer dans les codes en faisant des tanks en mode siège comme tout le monde, comme on a dit dans les livres. Mais non, le maraudeur marine et les Viking Banshee, c'est aussi une situation qui est viable. Les Banshee Cloaked qui shootent le Thor. Attention, le Thor qui va tomber. Les tanks en mode siège qui font du gros dégâts. Attention, les Vikings qui vont se poser dans les tanks. Aïe aïe aïe, Boxer, le grand Boxer. Que dire de plus? Rien je pense, l'admiration fera le reste. Donc voilà, j'espère que vous êtes amusés autant que nous, merci, à très bientôt. A plus. Boxer est avant tout connu pour sa créativité. En 2004, lors de la finale de l'OSL face à Yellow, il nous offre à eux deux un des meilleurs moments de l'histoire de StarCraft, dans une partie d'anthologie où Boxer nous donne à voir un magnifique bunker rush renouvelé 3 fois. Et c'est bien dans la micro-gestion des unités que le talent de Boxer se révèle. Il commence sa carrière pro sur Boudoir en 2001 et il y reste au top niveau jusqu'en 2006, année où il est malheureusement convoqué pour le service militaire réglementaire coréen. Il nous a montré des techniques de jeu complètement révolutionnaires, faisant de lui un adversaire redoutable. Le multitask tout d'abord, qui s'exprime chez Boxer par une capacité à ouvrir plusieurs fronts simultanément, afin d'éviter une fight frontale qui lui aurait sûrement été défavorable. Son placement des tanks est aussi impressionnant. Là où les joueurs pros ont généralement une très bonne pratique, Boxer lui siège avec une précision quasi chirurgicale afin d'optimiser au maximum la portée de ses tanks. Sa connaissance des unités lui a aussi permis d'innover en faisant des dropships une unité capitale. Il rendait régulièrement complètement fous ses adversaires en les utilisant pour poser ses tanks, s'échapper et ainsi esquiver les boules de feu des Dragoons. Les Dragoons, vous savez, ces charmantes unités Protoss qui étaient de véritables canons à photons sur pattes. Plus proche de nous sur SC2, la stratégie Masse et Lion Flamme Bleue nous vient aussi du clan Slayer, donc par extension certainement d'un éclair de génie de l'empereur en personne. Boxer a élevé le pro gaming au rang d'art et est devenu une véritable star en Corée, où il est à coup sûr reconnu dans la rue par des personnes de 12 à 30 ans. Et preuve de son succès, il ne peut pas sortir sans friser les meutes et doit être accompagné de gardes du corps. En 2010, il crée le clan Slayer, qui compte une vingtaine de membres vivant à l'année dans la Training House de Séoul. Aujourd'hui, la pérennité de l'équipe Slayer est assurée grâce à des joueurs comme MMA et Dragoon. La team compte aussi dans ses rangs une touche féminine avec la joueuse Terran Eve, une des premières filles PGM sur StarCraft 2.